Quand Marguerite m'a regardée avec ses yeux qui suppliaient de connaître la vérité, après avoir trouvé cette lettre jaunie dans le grenier de notre maison à Versailles, j'ai senti 45 années de mensonges s'effondrer autour de moi, et j'ai compris que le moment était venu de révéler le secret que j'avais juré de ne jamais dévoiler. Si vous croyez que certains secrets sont trop lourds à porter seuls, mais trop dangereux à partager, alors cette histoire va vous montrer comment une seule vérité révélée peut détruire en quelques minutes ce que toute une vie de bonheur partagé avait patiemment construit. Je m'appelle Pierre Morel, j'ai 68 ans. Et pendant 42 années, j'ai travaillé comme notaire à Versailles avant de prendre ma retraite. Mais cette histoire ne parle pas de testament ou de succession. Elle parle de comment un serment fait à un mourant il y a 45 ans s'est transformé en prison émotionnelle, et de comment le regard désespéré de la femme que j'aime plus que ma propre vie m'a poussé à briser cette promesse qui nous protégeait tous les deux de la plus douloureuse des vérités. C'était le 12 octobre, un jeudi matin où la température était descendue à 8 degrés, et où les feuilles dorées des arbres de notre jardin commençaient à joncher l'allée qui menait à notre petite maison de la rue Hoche. Cette demeure que nous avions achetée ensemble en 1989, quand notre situation financière s'était enfin stabilisée et que nous avions décidé de nous installer définitivement à Versailles après des années de déménagement liées à ma carrière. Marguerite était montée au grenier pour chercher les décorations d'Halloween que nous installions chaque année pour faire plaisir à nos petits-neveux. Cette tradition qui nous rappelait l'époque où nous espérions encore avoir nos propres enfants et petits-enfants. Quand je l'ai entendu crier mon nom depuis le grenier avec une intonation que je ne lui connaissais pas, un mélange de surprise, de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de la trahison, j'ai immédiatement su que le moment que je redoutais depuis des décennies venait d'arriver. J'ai grimpé l'escalier grinçant qui menait au comble de notre maison, avec le cœur battant comme celui d'un condamné qui marche vers l'échafaud, sachant que ce que j'allais découvrir là-haut changerait à jamais l'équilibre fragile sur lequel reposait notre mariage de 35 ans. Marguerite était agenouillée devant une vieille malle que je croyais avoir cachée derrière suffisamment de cartons et d'objets inutiles pour qu'elle ne la trouve jamais, tenant dans ses mains tremblantes une enveloppe jaunâtre sur laquelle était écrit de l'écriture de ma première épouse, pour Pierre Morel, à n'ouvrir qu'en cas de décès de Sylvie Moreau-Morel. Cette enveloppe que Sylvie m'avait remise 3 jours avant sa mort en 1979, en me faisant promettre de ne jamais révéler son contenu à personne, pas même à la femme que j'épouserais plus tard, parce que certaines vérités étaient trop lourdes à porter et qu'elles ne feraient du mal qu'à des innocents. « Pierre », m'a dit Marguerite sans lever les yeux de l'enveloppe, sa voix portant cette froideur que je ne lui avais entendue qu'une seule fois en 35 ans de mariage, le jour où elle avait découvert que j'avais menti sur l'importance d'un problème financier pour ne pas l'inquiéter. Qui était Sylvie Moreau-Morel ? Et pourquoi y a-t-il dans cette malle des dizaines de lettres qui lui sont adressées, datées de 1977 à 1979, des lettres que tu as écrites de ta main, des lettres d'amour que tu as écrites à une femme dont tu ne m'as jamais parlé ? Le moment était venu de choisir entre perpétuer le mensonge qui nous protégeait depuis 35 ans et révéler la vérité qui risquait de détruire tout ce que nous avions construit ensemble, cette vie paisible et heureuse que nous menions dans notre petite maison de Versailles, entourée de l'affection de nos amis, de nos voisins, de la famille de Marguerite qui m'avait adoptée comme un fils depuis notre mariage. « Marguerite », ai-je commencé en m'asseyant sur une chaise poussiéreuse, mes jambes ne me portant plus sous le poids de cette révélation qui approchait. Sylvie était ma première épouse. Nous nous sommes mariés en 1976, quand j'avais 23 ans et elle 21. Nous avons divorcé en 1978 et elle est morte d'un cancer l'année suivante. Le silence qui a suivi ma révélation était si lourd qu'on aurait pu l'entendre résonner dans chaque recoin de ce grenier poussiéreux, chargé de tous les souvenirs que nous avions accumulés ensemble au fil des décennies. Ces objets témoins de notre vie commune, qui semblaient soudain nous regarder avec reproche, comme si notre bonheur passé avait été construit sur une fondation de mensonges. Marguerite a enfin levé les yeux vers moi, et dans son regard, j'ai vu une douleur si profonde que j'ai compris que même si elle me pardonnait un jour cette omission, notre relation ne serait plus jamais la même. « Pierre », a-t-elle dit d'une voix qui tremblait de colère contenue, « nous sommes mariés depuis 35 ans. 35 ans pendant lesquels je t'ai raconté chaque détail de ma vie passée, pendant lesquels tu connaissais le nom de tous mes anciens petits amis, l'histoire de tous mes chagrins d'amour, les raisons de toutes mes peurs et de toutes mes joies. Et pendant tout ce temps, tu m'as caché que tu avais été marié avant moi.
que tu avais aimé une autre femme au point de l'épouser, que tu avais vécu une histoire assez importante pour que vous échangiez des lettres d'amour même après votre divorce. Sa question portait en elle des années d'incompréhension, de petits détails qui avaient dû l'intriguer sans qu'elle ose les creuser, de moments où elle avait probablement senti que je lui cachais quelque chose d'important, mais où elle avait choisi de me faire confiance plutôt que de me harceler de questions. « Il n'y a pas que le mariage, Marguerite », ai-je murmuré en baissant les yeux, incapable de soutenir ce regard qui me transperçait l'âme. « Il y a aussi autre chose, quelque chose que Sylvie m'a fait promettre de ne jamais révéler, même pas à toi, quelque chose qui concerne cette enveloppe que tu tiens dans tes mains. » C'est à ce moment qu'elle a ouvert l'enveloppe d'un geste brusque, ignorant mes protestations, et qu'elle a découvert ce que Sylvie avait voulu protéger jusqu'à sa mort, l'acte de naissance d'un enfant né le 15 mars 1978, un petit garçon prénommé Julien Morel, fils de Sylvie Moreau et de Pierre Morel, accompagné d'une lettre expliquant pourquoi elle avait choisi de donner cet enfant en adoption sans me prévenir, pourquoi elle avait préféré divorcer, plutôt que de me dire qu'elle était enceinte, pourquoi elle avait gardé ce secret même après que le cancer l'ait condamnée. La lettre de Sylvie, écrite de sa main tremblante dans les dernières semaines de sa vie, révélait une vérité qui dépassait mes pires craintes et transformait mon mensonge de 35 ans en quelque chose de plus complexe et de plus douloureux que tout ce que Marguerite aurait pu imaginer. « Mon cher Pierre, » avait écrit Sylvie, « si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour porter seul le poids de notre secret. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte en février 1978, nous étions déjà en pleine procédure de divorce et je savais que notre amour n'avait pas survécu aux épreuves de nos 2 premières années de mariage. J'ai pris la décision de ne pas te parler de cette grossesse, parce que je ne voulais pas que tu restes avec moi par obligation, parce que je ne voulais pas transformer notre enfant en raison de réconciliation forcée. » Marguerite lisait cette lettre avec une concentration douloureuse, ses lèvres bougeant silencieusement au rythme des mots qui révélaient progressivement l'ampleur du secret que j'avais porté seule pendant toutes ces années. Sylvie expliquait comment elle avait caché sa grossesse, comment elle était partie vivre chez sa sœur à Bordeaux sous prétexte de chercher du travail, comment elle avait accouché dans l'anonymat et confié l'enfant à une agence d'adoption spécialisée dans les placements discrets pour les familles qui ne pouvaient pas élever leurs enfants. « Pierre, » continuait la lettre de Sylvie, « j'ai choisi une famille merveilleuse pour notre fils. Marie-Claude et François Dubois, un couple de professeurs parisiens dans la quarantaine qui ne pouvaient pas avoir d'enfants naturellement. Ils ont appelé notre petit garçon Julien, et j'ai reçu des nouvelles de lui pendant les premiers mois jusqu'à ce que l'agence d'adoption ferme définitivement le dossier. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, je ne sais pas s'il grandit heureux, mais j'espère que notre décision lui aura donné une vie meilleure que celle que nous aurions pu lui offrir dans le chaos de notre mariage qui s'effondrait. » La dernière partie de la lettre était la plus difficile à entendre, parce qu'elle révélait pourquoi Sylvie avait finalement décidé de me révéler cette vérité après sa mort. « Pierre, si je t'écris aujourd'hui alors que le cancer va bientôt m'emporter, c'est parce que j'ai appris par des amis communs que tu as rencontré une femme merveilleuse, que vous vous aimez vraiment, que vous parlez de mariage. Je suis heureuse pour toi, Pierre, vraiment heureuse, mais je ne peux pas mourir en emportant ce secret dans ma tombe. Parce que si tu veux construire quelque chose de solide et de durable avec Marguerite, tu ne peux pas lui cacher qu'il existe quelque part dans le monde un enfant qui porte ton nom et ton sang. Pourtant, Sylvie ajoutait une condition qui expliquait pourquoi j'avais gardé ce secret si longtemps. Je te demande une seule chose, Pierre. Ne révèle cette vérité à Marguerite que si elle découvre elle-même l'existence de cette lettre, ou si des circonstances exceptionnelles rendent ce secret impossible à porter. Ne lui impose pas ce fardeau si votre bonheur n'en dépend pas, parce que connaître l'existence de cet enfant sans pouvoir le retrouver, ni le connaître serait peut-être plus douloureux pour elle que de l'ignorer complètement. Quand Marguerite a fini de lire la lettre, elle l'a reposée délicatement sur ses genoux et elle m'a regardée avec des yeux où se mélangeaient la colère, la tristesse, la déception, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Pierre, » m'a-t-elle dit d'une voix très calme, « tu as un fils de 45 ans quelque part dans ce monde, un fils que tu n'as jamais cherché, que tu n'as jamais essayé de retrouver, que tu n'as jamais mentionné en 35 ans de mariage. Et moi, j'ai vécu toutes ces années en pensant que nous étions une famille complète, que nous nous suffisions mutuellement, que notre amour compensait le fait que nous n'ayons pas pu avoir d'enfants ensemble. Permettez-moi de m'arrêter un moment pour vous parler directement, à vous qui écoutez cette histoire jusqu'au bout. Si vous êtes encore avec moi après cette révélation qui bouleverse 35 ans de mariage apparemment heureux,
c'est que vous comprenez quelque chose d'essentiel sur les relations humaines. Les secrets les mieux gardés ne sont pas toujours ceux qui protègent de la douleur, mais parfois ceux qui créent une douleur différente, plus sourde, plus insidieuse, qui empoisonne lentement la confiance et l'authenticité d'une relation. Vous écoutez cette histoire parce que vous savez, comme moi, que l'amour véritable se nourrit de transparence, même quand cette transparence fait mal, même quand elle remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la personne que nous aimons. Je ne vous demande pas de vous abonner à ce canal par habitude ou par politesse. Je vous invite à rejoindre notre famille de cœur parce que vous comprenez que les histoires les plus vraies sont celles qui nous montrent la complexité de l'amour humain, ses zones d'ombre, ses contradictions, ces moments où il faut choisir entre protéger et révéler, entre mentir par amour et dire la vérité au risque de tout détruire. Laissez-nous un commentaire pour nous raconter vos propres expériences des secrets de famille, ces vérités cachées qui ont transformé votre vision des personnes que vous aimiez, ces moments où vous avez dû choisir entre révéler quelque chose de douloureux ou le garder pour protéger quelqu'un. Partagez avec nous vos réflexions sur ces situations impossibles où l'amour nous demande de mentir, où la protection devient prison, où la vérité libère autant qu'elle détruit. « Pierre, » a repris Marguerite après un long silence, « je ne sais pas ce qui me fait le plus mal, savoir que tu as eu un enfant avec une autre femme, ou réaliser que pendant 35 ans, tu m'as laissé croire que nous partagions tout, que nous n'avions aucun secret l'un pour l'autre, que notre amour était construit sur une base de confiance totale. Combien d'autres secrets portes-tu? Combien d'autres vérités importantes m'as-tu cachées parce que tu appelles probablement de la protection? » Sa question m'a frappée comme une gifle, parce qu'elle mettait le doigt sur quelque chose que je n'avais pas voulu voir. En gardant le secret de Sylvie, j'avais non seulement caché l'existence de mon fils, mais j'avais aussi privé Marguerite de la possibilité de faire ses propres choix concernant cette situation, de décider si elle voulait essayer de retrouver cet enfant, de lui offrir une famille d'adoption, de faire partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. « Il n'y a pas d'autre secret, Marguerite, » ai-je dit en m'approchant d'elle, mais elle s'est reculée instinctivement, comme si ma présence lui était soudain devenue insupportable. Pendant toutes ces années, j'ai respecté la volonté de Sylvie de protéger cet enfant de notre passé chaotique, de lui permettre de grandir dans une famille stable sans être perturbée par la complexité de son origine. Je pensais que c'était la bonne décision. Je pensais que te révéler cette vérité ne ferait que te faire souffrir inutilement. Marguerite s'est levée lentement, a rangé la lettre de Sylvie dans son enveloppe avec des gestes précis et mécaniques, puis elle m'a regardée avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange de détermination et de désespoir qui m'a fait comprendre que notre conversation était loin d'être terminée. « Pierre, » m'a-t-elle dit d'une voix très ferme, « nous allons descendre de ce grenier, nous allons nous asseoir dans notre salon, et tu vas me raconter tout ce que tu sais sur cet enfant, sur Sylvie, sur votre mariage, sur votre divorce, sur les raisons qui t'ont poussé à garder ce secret si longtemps. Et ensuite, nous allons décider ensemble de ce que nous devons faire maintenant que cette vérité a éclaté au grand jour. » Dans notre salon, où nous avions passé tant de soirées paisibles à lire ou à regarder la télévision, assis dans nos fauteuils favoris avec une tasse de thé et des petits gâteaux que Marguerite préparait le dimanche après-midi, l'atmosphère était maintenant chargée d'une tension que je n'avais jamais ressentie en 35 ans de mariage. Marguerite s'est installée dans le canapé, à bonne distance de mon fauteuil habituel, et elle a posé la lettre de Sylvie sur la table basse entre nous, comme une pièce à conviction dans un procès dont je serais le seul accusé. « Raconte-moi tout depuis le début », m'a-t-elle dit avec cette voix calme qu'elle utilisait quand elle était institutrice et qu'elle s'adressait à un élève qui avait commis une faute grave, cette autorité tranquille qui ne supportait ni les mensonges ni les omissions. « Comment as-tu rencontré Sylvie? Pourquoi vous êtes-vous mariés si jeune? Qu'est-ce qui a causé votre divorce? Et surtout, comment as-tu pu vivre avec moi pendant 35 ans, en sachant qu'il y avait quelque part un enfant qui porte ton nom ?» J'ai commencé par lui raconter ma rencontre avec Sylvie en 1975, quand j'étudiais le droit à Paris et qu'elle préparait un diplôme d'infirmière à l'hôpital Cochin. Nous étions jeunes, idéalistes, persuadés que l'amour suffirait à surmonter tous les obstacles, y compris nos origines sociales différentes et nos projets professionnels incompatibles. Sylvie venait d'une famille ouvrière de Vincennes, ai-je expliqué à Marguerite. Ses parents travaillaient à l'usine et avaient fait d'énormes sacrifices pour qu'elle puisse faire des études. Moi, je venais de la bourgeoisie versaillaise. Mes parents étaient tous les deux avocats, ils s'attendaient à ce que j'épouse une fille de leur milieu social. Marguerite m'écoutait sans m'interrompre,
Mais je voyais dans ses yeux qu'elle enregistrait chaque détail, qu'elle comparait mentalement ce que je lui racontais avec ce qu'elle savait de mon caractère, de mes habitudes, de ma façon de gérer les conflits et les situations difficiles. Nous nous sommes mariés en juin 1976, malgré l'opposition de ma famille, ai-je continué, et nous avons pris un petit appartement dans le 14e arrondissement. Sylvie travaillait de nuit à l'hôpital, je préparais mes examens de fin d'études, nous nous voyions peu mais nous étions heureux, ou du moins nous pensions l'être. Les problèmes avaient commencé dès la première année de mariage, quand nous avions réalisé que nos visions de l'avenir étaient incompatibles. Sylvie voulait des enfants rapidement. Elle rêvait d'une grande famille, d'une maison à la campagne, d'une vie simple centrée sur l'éducation des enfants. Moi, j'avais l'ambition de reprendre l'étude notariale de mon grand-père à Versailles, de construire une carrière brillante, de voyager, de profiter de notre jeunesse, avant de penser à la parentalité. En 1977, ai-je expliqué à Marguerite, nos disputes étaient devenues quotidiennes. Sylvie me reprochait de passer trop de temps au bureau, de négliger notre couple, de reporter constamment nos projets d'enfants. Elle avait raison sur certains points, je l'avoue. J'étais probablement trop ambitieux et pas assez présent émotionnellement. Nous avons décidé de nous séparer en décembre 1977 et la procédure de divorce a été prononcée en juin 1978. Marguerite a fini par m'interrompre pour poser la question qui me hantait depuis des décennies. « Pierre, si vous avez divorcé en juin 1978 et que l'enfant est né en mars de la même année, cela signifie que Sylvie était enceinte pendant votre séparation. Comment est-il possible que tu n'aies rien remarqué? Comment une femme peut-elle cacher une grossesse à son mari, même si leur mariage bat de l'aile? C'était la question la plus douloureuse, celle qui révélait à quel point j'avais été absent et insensible aux besoins de Sylvie pendant cette période difficile de notre mariage. En janvier 1978, ai-je avoué avec honte, j'avais pris un appartement séparé près de mon bureau. Officiellement, c'était temporaire, le temps de nous donner un peu d'espace pour réfléchir à notre relation. En réalité, j'étais soulagée de ne plus avoir à gérer les tensions quotidiennes, les reproches, les larmes. Nous nous voyions encore 1 ou 2 fois par semaine pour des déjeuners ou des sorties, mais nous ne vivions plus ensemble. Marguerite m'a regardée avec une expression de dégoût qui m'a fait comprendre à quel point mon comportement d'époque avait été égoïste et lâche. Tu veux dire que pendant que ta femme était enceinte de ton enfant, tu vivais tranquillement dans ton appartement de célibataire, soulagée d'éviter les complications conjugales? Tu ne l'appelais pas tous les jours? Tu ne t'inquiétais pas de savoir comment elle allait? Sa réaction était justifiée, et je ne pouvais que reconnaître mes torts. À 25 ans, j'étais trop immature pour comprendre que l'amour véritable implique de la responsabilité, du sacrifice, de l'attention constante aux besoins de l'autre. J'avais traité mon mariage comme un projet professionnel qui ne donnait pas les résultats escomptés, quelque chose qu'on pouvait mettre en pause ou réorienter selon les circonstances. « Quand as-tu appris l'existence de cet enfant ?» a demandé Marguerite. « Quand Sylvie t'a-t-elle révélé qu'elle avait accouché et donné le bébé en adoption ?» C'était là que l'histoire devenait encore plus compliquée et douloureuse. Je l'ai appris en octobre 1979, ai-je répondu, quand Sylvie m'a appelé pour m'annoncer qu'elle avait un cancer du sein en phase terminale et qu'elle voulait me voir pour me parler de quelque chose d'important. Je suis allée la voir à l'hôpital Saint-Louis où elle était soignée, et c'est là qu'elle m'a tout raconté. La grossesse cachée, l'accouchement secret, l'adoption, sa décision de ne jamais me révéler cette vérité jusqu'à ce que la mort l'y oblige. Marguerite s'est levée brusquement et s'est mise à faire les 100 pas dans le salon, ses mains tremblant de colère et d'émotion. « Pierre, tu es en train de me dire que tu as appris en octobre 1979 que tu avais un fils d'1 an et demi et que tu n'as jamais essayé de le retrouver, même après la mort de Sylvie, même quand plus rien ne t'empêchait de rechercher cet enfant et de lui offrir une place dans ta vie? C'était effectivement ce que j'avais fait, ou plutôt ce que je n'avais pas fait. Après la mort de Sylvie en novembre 1979, j'avais pris la décision de respecter ses volontés et de laisser cet enfant grandir paisiblement dans sa famille adoptive sans perturber son équilibre avec des révélations sur ses origines. J'ai pensé que c'était mieux pour lui, ai-je tenté d'expliquer. Il avait une famille qu'il aimait, des parents qui l'élevaient depuis sa naissance, une stabilité que je ne pouvais pas lui garantir à l'époque. « Et quand tu m'as rencontré en 1982 ?» a insisté Marguerite. « Quand nous avons commencé à parler mariage, à construire notre vie commune, à regretter ensemble de ne pas réussir à avoir d'enfants,
Tu n'as jamais pensé que j'avais le droit de savoir que quelque part existait un enfant qui portait ton nom? Tu n'as jamais pensé que nous aurions pu essayer de le retrouver ensemble, de lui proposer une place dans notre famille? Sa question touchait au cœur du problème. Révélait l'égoïsme fondamental de ma décision de garder ce secret. En cachant l'existence de Julien, je n'avais pas seulement privé Marguerite de la possibilité de connaître son beau-fils adoptif, je l'avais aussi empêché de faire ses propres choix concernant notre infertilité, nos regrets de ne pas avoir d'enfants, nos discussions sur l'adoption que nous avions envisagées plusieurs fois sans jamais passer à l'acte. Les jours qui ont suivi cette révélation ont été les plus difficiles de nos 35 années de mariage, transformant notre maison paisible de Versailles en terrain de guerre froide, où chaque conversation devenait un interrogatoire, chaque silence une accusation, chaque geste quotidien un rappel de la confiance brisée qui nous séparait désormais. Marguerite a installé ses affaires dans la chambre d'amis, prétextant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle ne supportait plus de partager notre lit avec un homme qui lui avait menti pendant des décennies. Le matin du 3e jour après la découverte de la lettre, Marguerite est descendue prendre son petit déjeuner avec une détermination que je ne lui connaissais pas, portant sa plus belle robe et son sac à main, comme si elle se préparait pour une sortie importante. « Pierre », m'a-t-elle annoncé en posant sa tasse de café sur la table avec plus de force que nécessaire. « J'ai pris une décision. Nous allons retrouver Julien. Je ne peux pas continuer à vivre en sachant qu'il existe un enfant qui porte ton nom et qui ignore peut-être tout de ses origines. Si tu refuses de m'aider, je le ferai seul. » Sa décision m'a pris complètement au dépourvu, parce que j'avais espéré que le temps et la réflexion la convaincrèrent de respecter le choix de Sylvie et de laisser notre fils adopté tranquille dans sa nouvelle vie. « Marguerite », ai-je tenté de protester. Cet homme a 45 ans maintenant. Il a probablement sa propre famille, ses propres enfants, sa propre histoire. Nous n'avons pas le droit de débarquer dans sa vie pour bouleverser son équilibre avec des révélations sur un passé qu'il n'a peut-être aucune envie de connaître. Mais Marguerite avait manifestement déjà réfléchi à tous ses arguments et préparé ses contre-arguments avec la logique implacable qui caractérisait sa personnalité. « Pierre, nous n'allons pas débarquer chez lui comme des voleurs. Nous allons d'abord essayer de savoir s'il existe, s'il va bien, s'il a été heureux avec sa famille adoptive. Ensuite, nous prendrons contact avec lui de manière respectueuse, en lui laissant le choix de nous rencontrer ou de refuser tout contact. Mais nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance totale de ce qu'est devenue cette vie que vous avez créée ensemble. » Sa formulation, « cette vie que vous avez créée ensemble », m'a frappé comme un reproche supplémentaire, me rappelant que malgré toutes mes justifications, j'avais participé à la création de cet enfant et que j'avais des responsabilités envers lui, même si je les avais ignorées pendant 45 ans. « Comment proposes-tu de le retrouver ?» ai-je demandé, comprenant que la résistance était inutile face à la détermination de Marguerite. Elle a sorti de son sac à main une série de documents qu'elle avait manifestement préparés avec soin. Photocopie de l'acte de naissance trouvé dans la lettre de Sylvie, recherches internet sur l'agence d'adoption mentionnée par Sylvie, coordonnées d'un détective privé spécialisé dans la recherche de personnes disparues. « J'ai déjà commencé les recherches », m'a-t-elle annoncé. L'agence d'adoption a fermé en 1985. Mais leurs archives ont été transférées aux services sociaux de Paris. Avec l'acte de naissance et les noms des parents adoptifs mentionnés dans la lettre de Sylvie, nous avons de bonnes chances de retrouver sa trace. J'ai réalisé que Marguerite avait transformé sa colère et sa déception en énergie constructive, qu'elle canalisait sa douleur dans un projet concret qui lui permettait de reprendre le contrôle d'une situation qu'il avait laissée passive et trahie. « Tu es sûre que c'est ce que tu veux vraiment ?» ai-je insisté une dernière fois. « Même si nous le retrouvons, même s'il accepte de nous rencontrer, rien ne garantit que cette rencontre sera positive pour nous tous. Il pourrait être en colère de découvrir que son père biologique a vécu 45 ans sans chercher à le connaître. » Marguerite m'a regardée avec cette expression de pitié, mélangée à l'agacement qu'elle réservait habituellement aux personnes qui refusaient de faire face à leurs responsabilités. « Pierre, j'ai 66 ans. Si Dieu nous accorde encore 15 ou 20 années de vie commune, je ne veux pas les passer en sachant qu'il existe quelque part un homme qui pourrait être mon beau-fils, qui pourrait avoir des enfants qui seraient nos petits-enfants, qui pourrait enrichir notre vie familiale d'une façon que nous ne pouvons même pas imaginer. Je préfère risquer le rejet ou la déception plutôt que de mourir avec des regrets. » 2 semaines plus tard, le détective privé que Marguerite avait engagé nous a téléphoné avec des nouvelles qui ont changé notre existence plus radicalement que tout ce que nous aurions pu imaginer. Julien Dubois,
notre fils, vivait à Fontainebleau, où il était professeur de mathématiques au lycée François Ier. Il était marié depuis 15 ans à une femme prénommée Claire, avait 2 enfants de 12 et 10 ans et habitait une maison avec jardin dans un quartier résidentiel tranquille, à moins d'1 heure de route de Versailles. Monsieur et Madame Morel, nous a expliqué le détective, votre fils a été adopté par Marie-Claude et François Dubois exactement comme l'indiquait la lettre de votre première épouse. Il a grandi dans un environnement aimant et stable, a fait de bonnes études, semble mener une existence heureuse et équilibrée. Mes recherches discrètes n'ont révélé aucun problème particulier. Pas de casier judiciaire, pas de dettes importantes, pas de problèmes de santé graves répertoriés. Cette description rassurante de la vie de Julien a soulagé une partie de la culpabilité que je portais depuis des décennies, mais elle a aussi intensifié le dilemme que nous devions résoudre. Fallait-il perturber cette existence apparemment harmonieuse, avec des révélations sur ses origines? Avions-nous le droit de bouleverser la paix d'une famille entière pour satisfaire notre besoin de réparation et de réconciliation? Il y a autre chose. Da ajouté le détective avec une hésitation dans la voix qui m'a immédiatement mis en alerte. Selon mes informations, Julien Dubois fait partie d'une association de recherche généalogique. Il s'intéresse à l'histoire des familles, participe à des forums internet sur l'adoption, semble rechercher des informations sur ses origines biologiques. Il est possible qu'il soit ouvert à un contact avec vous, mais il faut procéder avec beaucoup de précaution. Cette révélation a été le déclic final pour Marguerite, la preuve qu'elle avait besoin pour convaincre mes dernières résistances. Si Julien cherchait lui-même des informations sur ses parents biologiques, nous n'allions pas bouleverser sa vie en lui révélant des vérités indésirables, nous allions peut-être au contraire répondre à des questions qu'il se posait depuis des années. La première rencontre avec Julien a eu lieu un dimanche après-midi de novembre dans un café discret de Fontainebleau, choisi par Marguerite parce qu'il était suffisamment proche de chez lui pour qu'il ne se sente pas dépaysé, mais suffisamment neutre pour que nous puissions tous parler librement sans la pression d'un environnement trop intime. J'avais passé la semaine précédente dans un état de nervosité extrême, imaginant 100 scénarios possibles pour cette rencontre, qui pourraient soit réconcilier notre famille brisée, soit confirmer définitivement que certaines erreurs du passé ne peuvent jamais être réparées. Quand Julien est entré dans le café, j'ai immédiatement reconnu mes propres traits dans son visage. La même mâchoire carrée, les mêmes yeux verts, la même façon de pencher légèrement la tête quand il réfléchit. Mais il avait aussi hérité de sa mère biologique cette élégance naturelle que j'avais toujours admirée chez Sylvie, cette façon gracieuse de se mouvoir qui contrastait avec ma propre tendance à la raideur. À 45 ans, il avait l'air d'un homme équilibré et confiant, vêtu simplement mais avec goût, portant des lunettes qui lui donnaient l'air intellectuel qui convenait à sa profession d'enseignant. « Monsieur et Madame Morel ?» nous a-t-il demandé en s'approchant de notre table, sa voix portant cette même intonation grave que j'avais héritée de mon père. « Je suis Julien Dubois. Je dois avouer que votre message m'a beaucoup intriguée, et j'ai hâte de comprendre ce qui vous amène à me contacter après toutes ces années. » Marguerite avait préparé cette première prise de contact avec le soin méticuleux qu'elle apportait à tout ce qui comptait vraiment pour elle. « Julien, a-t-elle commencé d'une voix douce mais ferme, nous vous remercions d'avoir accepté de nous rencontrer. Ce que nous avons à vous révéler va peut-être bouleverser votre vie, et nous voulons que vous sachiez dès maintenant que vous êtes libre d'interrompre cette conversation à tout moment, si vous vous sentez mal à l'aise. » Julien s'est assis en face de nous, a commandé un café, et nous a regardés avec cette attention polie mais méfiante que réservent les adultes équilibrés aux situations inattendues qui pourraient perturber leur routine bien organisée. « Je vous écoute », a-t-il dit simplement, croisant les mains sur la table avec un geste qui m'a rappelé ma propre façon de me préparer aux conversations importantes. « Julien », ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement malgré tous mes efforts pour paraître calme. « Vous avez été adopté à la naissance par Marie-Claude et François Dubois, 2 personnes merveilleuses qui vous ont élevé avec amour et vous ont donné toutes les chances de réussir dans la vie. Mais vous avez aussi des parents biologiques, et je suis votre père biologique. Votre mère biologique s'appelait Sylvie Moreau, et elle est décédée d'un cancer en 1979, quand vous aviez 18 mois. » Le silence qui a suivi ma révélation était chargé d'une intensité émotionnelle que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si l'air du café était soudain devenu plus dense, plus difficile à respirer. Julien nous regardait alternativement, Marguerite et moi, son visage passant par plusieurs expressions successives, surprise, incrédulité, émotion, puis une sorte de soulagement mélangé à de la colère contenue.
Vous êtes en train de me dire, a-t-il articulé lentement, comme s'il avait besoin de formuler les mots pour bien comprendre leur signification, que vous êtes mon père biologique et que vous avez vécu 45 ans en sachant que j'existais quelque part, sans jamais essayer de me retrouver ni de prendre contact avec moi. Sa question portait le reproche que j'avais redouté pendant des décennies, mais aussi une blessure profonde que je n'avais pas anticipée. Julien, ai-je tenté d'expliquer, votre mère biologique m'a fait promettre de vous laisser grandir paisiblement dans votre famille adoptive, de ne pas perturber votre équilibre avec des révélations sur un passé compliqué. J'ai pensé que c'était la meilleure décision pour vous, que vous seriez plus heureux sans connaître l'histoire chaotique de notre mariage raté. Julien a secoué la tête avec une expression de déception qui m'a transpercé le cœur. Monsieur Morel, avec tout le respect que je vous dois, cette décision n'appartenait qu'à moi. Pendant toute mon enfance, j'ai rêvé de connaître mes parents biologiques. J'ai imaginé 100 histoires pour expliquer pourquoi ils m'avaient abandonnée. J'ai passé des heures à me demander si j'avais des frères et sœurs quelque part, si je ressemblais à mon père ou à ma mère, s'ils pensaient parfois à moi. Marguerite s'est penchée vers lui avec cette tendresse maternelle qu'elle avait toujours montrée aux enfants de son entourage. « Julien, nous comprenons votre déception, et nous ne cherchons pas à justifier les erreurs du passé, mais nous sommes là aujourd'hui parce que nous voulons réparer ce qui peut encore l'être, apprendre à vous connaître si vous en avez envie, faire partie de votre vie d'une manière qui vous convienne. » C'est à ce moment que Julien a sorti de sa poche une photographie qu'il a posée sur la table devant nous. Un portrait de famille montrant lui-même, sa femme Claire et leurs 2 enfants, Lucas et Emma, souriant dans leur jardin de Fontainebleau. « Voici ma famille », a-t-il dit avec fierté. Claire enseigne l'histoire au même lycée que moi. Lucas a 12 ans et rêve de devenir astronome. Emma a 10 ans et veut être vétérinaire. Nous sommes heureux ensemble. Nous formons une équipe solide et mes enfants ont des grands-parents formidables avec Marie-Claude et François qui les gâtent et les soutiennent dans tous leurs projets. Ils nous regardaient avec attention, guettant probablement nos réactions face à cette présentation de sa vie familiale. « Si vous voulez faire partie de cette histoire, » a-t-il continué, « il faudra que ce soit en respectant l'équilibre que nous avons construit, en acceptant que Marie-Claude et François resteront toujours mes vrais parents, ceux qui m'ont élevé et formé. Mais je ne vais pas vous mentir. J'ai toujours eu envie de connaître mes origines biologiques, et découvrir que j'ai peut-être une famille élargie me réjouit plus que vous ne pouvez l'imaginer. Les mois qui ont suivi cette première rencontre ont été les plus riches et les plus émouvants de notre existence, transformant progressivement notre couple de retraités sans enfants en famille élargie, avec un fils, une belle-fille et 2 petits-enfants qui ont apporté dans notre maison de Versailles une joie et une vitalité que nous n'avions jamais connues. Julien nous a présentés à Claire et aux enfants comme ses grands-parents biologiques. Une formulation qui permettait à chacun de trouver sa place sans créer de confusion avec les vrais grands-parents adoptifs. Lucas et Emma nous ont adoptés avec l'enthousiasme naturel des enfants qui découvrent de nouveaux territoires d'affection et de complicité. Ils ont transformé notre grenier silencieux en salle de jeu, notre jardin trop bien entretenu en terrain d'aventure, nos dimanches paisibles en journées pleines de rires et de découvertes. Marguerite s'est révélée une grand-mère extraordinaire, patiente et créative, capable d'inventer des histoires et des jeux qui captivaient l'attention des enfants pendant des heures. Aujourd'hui, 2 ans après cette révélation qui avait failli détruire notre mariage, nous formons une famille recomposée et heureuse qui prouve que l'amour peut réparer même les erreurs les plus graves quand les personnes impliquées choisissent le pardon plutôt que le ressentiment, l'action plutôt que les regrets. Julien vient déjeuner chez nous tous les dimanches avec sa famille. Lucas et Emma passent une partie de leurs vacances à Versailles. Claire et Marguerite sont devenues de véritables amies qui partagent leurs expériences d'enseignantes et leurs préoccupations de mère. Voici ce que je veux que vous compreniez en arrivant à la fin de cette histoire. Les secrets les plus lourds à porter ne sont pas toujours ceux qu'il faut révéler, mais parfois ils deviennent libérateurs quand on trouve le courage de les partager avec les bonnes personnes au bon moment. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur les non-dits de votre propre existence, sur ces vérités difficiles que vous gardez peut-être par protection, mais qui créent des distances dans vos relations les plus importantes, alors vous comprenez que l'authenticité est la base de tout amour véritable. Je vous invite tendrement à rejoindre notre communauté en vous abonnant à ce canal, non pas pour consommer du divertissement, mais pour participer à ces échanges précieux qui nous rappellent que nous sommes tous
connectés par nos fragilités humaines, nos erreurs, nos tentatives maladroites de protéger ceux que nous aimons. Laissez-nous vos commentaires pour partager vos propres histoires de secrets révélés, de familles recomposées, de pardons accordés après des années de malentendus. Racontez-nous ces moments où quelqu'un a eu le courage de vous dire une vérité difficile, ou ces fois où vous avez dû choisir entre protéger et révéler. Proposez-nous les sujets qui vous tiennent à cœur, ces questions sur les relations humaines qui méritent d'être explorées ensemble. Ces témoignages de réconciliation qui redonnent espoir en la capacité de l'amour à surmonter tous les obstacles. Votre voix compte dans cette conversation continue sur ce qui nous unit, nous blesse, nous guérit et nous fait grandir ensemble.